stratégie, c'est de présenter les nœuds logiques pour dire qu'ils sont des plongements de la logique classique dans un espace plus vaste qui s'appelle l'algèbre de Moule. Et j'étudie d'abord la modification en tant que modification de ce que je propose d'appeler le calcul de la coordination, et qu'on appelle en général le calcul des propositions dans les livres. Alors j'ai commencé à expliquer pourquoi je proposais un changement de terminologie. C'est parce que j'ai constaté, et puis donc je me suis même posé la question pourquoi on parlait du calcul des propositions alors que le calcul en question des propositions traite de la coordination des propositions et principalement à cette occasion de ce qu'on appelle la théorie de la vérifonctionnalité. C'est comme ça que Quine présente dans son ouvrage Méthode de logique. La vérifonctionnalité, c'est la méthode qui permet de déterminer avec des tables de vérité, en attribuant aux lettres qui sont dans les formules des valeurs vraies ou faux, ou 0 ou 1, ou taux et antitaux. Quine, lui, préfère ça parce que ça n'a pas de... Vous voyez, il y a 0, 1, il y a, ça peut être alors vrai, faux, ou faux, vrai, parce que 0 c'est plutôt faux, faux, vrai, ou bien antitaux et taux. Quine, il choisit ça. Et le taux vient de T, du T de true en anglais, c'est vrai. Et donc on attribue ces valeurs aux lettres qui interviennent dans les expressions de cette logique. Et la logique que j'indexe par 0,1, elle est accompagnée, indépendamment de ces valeurs, elle est accompagnée de toute une algèbre. Et donc il y a une algèbre qui est construite sur un anneau de boule, l'anneau 0,1. Donc c'est de l'algèbre, donc c'est de l'algèbre linéaire. Il s'agit d'une structure linéaire. Et l'aspect linéaire, c'est les combinaisons linéaires, c'est-à-dire qu'on a des éléments donnés et puis on a des coefficients qui multiplient plus ou moins ces éléments donnés. La structure linéaire la plus connue, c'est pas l'algèbre, elle est faite sur un anneau, c'est l'espace vectoriel. Donc les combinaisons linéaires, vous pouvez trouver ça dans les cours de seconde et de première, mais de terminale, des lycées. On enseigne la géométrie grâce à la structure de l'espace vectoriel. Il y a des espaces affines, et dans un espace affine, on peut fabriquer un espace vectoriel. Donc le plan physique, c'est un espace affine, mais si vous le pointez, si vous choisissez une origine, un point, qu'on appelle origine, mais c'est un point, un espace affine pointé devient un espace vectoriel. C'est intéressant parce que un groupoïde pointé devient un groupe, enfin il y a comme ça des choses où si on fixe un élément, ou si on choisit un élément fixe, l'écriture devient beaucoup plus facile. Ça facilite l'écriture. Donc c'est des choses qui sont intéressantes à noter. Bon, structure linéaire, algèbre. Et donc, ce calcul s'appelle calcul des propositions parce que Łukasiewicz a proposé de l'appeler comme ça, dans la mesure où Łukasiewicz a écrit un article qui est une contribution à l'histoire du calcul des propositions. Donc il a écrit cet article et dans lequel sa contribution à l'histoire du calcul des propositions, c'est lui qui a donné ce nom de calcul des propositions à toute cette construction. Cette construction, c'est
dans ce que je construis dans mon cours de logique comme la charpente logique du langage, en référence à Jacobson qui a écrit un livre, qui a intitulé un de ses livres, un de ses derniers livres, Charpente phonique du langage, qui est, que je trouve formidable. Donc, dans ma construction, il y a ces deux systèmes se trouvent ici. Il y en a un qui s'appelle S2T2. C'est celui-ci. Et un autre qui s'appelle S1T1. S1. S1T1. S ou La lettre S. oui. Quoi donc? Pour système d'écriture. Syntaxe, si vous voulez. C'est la syntaxe et la théorie. S et T. Mais ça n'a aucune importance, c'est juste une manière d'indexer les choses. Bon, les deux sont fabriqués de la même manière, mais avec des ingrédients différents. On fabrique une syntaxe et ensuite on fabrique une théorie, c'est-à-dire on définit des axiomes et on va dire parmi les phrases bien écrites de la syntaxe, celles qui sont nécessaires, celles qui sont des phrases nécessaires, qui sont nécessairement vraies. On appelle ça des thèses en logique. Parce que la logique, c'est étudier les lois, ce qu'on a appelé les lois de la pensée. C'est les. Quoi, il dit ça comme ça, c'est les raisonnements valides. Et donc, S donne la construction des phrases, et T donne celles qu'il faut retenir comme étant celles qui sont des lois logiques. Donc c'est toujours intéressant de regarder comment c'est construit, parce que c'est... Alors, il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi vous vous intéressez tant à ce qu'on appelle ici, vous voyez, on appelle ça des systèmes formels. Depuis... et il y a même un livre fameux d'un mathématicien américain, qui s'appelle Raymond Smullyan, qui s'appelle Système formel. Et grâce à ça, il fait un très bel exposé dans ce petit livre. Et Badiou a utilisé ce livre, Système formel de Smullyan, pour écrire son article dans le numéro 10 des Cahiers pour l'analyse, le dernier numéro des Cahiers pour l'analyse, dans lequel il parle de suture. Il fait une critique de Lacan, de ce que dit Lacan, et il démontre aussi, dans la deuxième partie de cet article, le théorème de Gödel dans la démonstration de Smullyan. Donc vous voyez, cette notion de système formel, ça permet par exemple de démontrer le théorème de Gödel. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir plutôt comment c'est construit. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que c'est lire, qu'est-ce que c'est parler, et de regarder comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça, que j'appelle pas moi système formel, parce que j'évite le mot forme, formel, formalisme, formalisation, qui sont à mon avis des façons pudiques et même erronées parfois de dégoûter tout le monde de faire ces choses-là, alors qu'on pourrait très bien parler d'écriture tout simplement. Il faudrait reconnaître que c'est simplement s'obliger à reconnaître que l'écriture et la parole, c'est deux choses différentes. Et il s'agit de systèmes d'écriture, évidemment, que ces systèmes d'écriture, de la même manière que la physique peut s'imprimer, la physique mathématique peut s'imprimer dans le monde et créer un monde recomposé, une antiphysis. De la même manière, les systèmes d'écriture s'impriment dans la langue et vont, depuis l'écriture, modifier la langue parlée. C'est le fait de la grammaire, par exemple. Pour étudier cette différence, il faut commencer par lire le petit ouvrage de Dante qui s'appelle « De l'éloquence en langue vulgaire », dans laquelle il distingue justement cette langue parlée, vulgaire, que l'enfant apprend, que beaucoup, même qui ne vont pas même l'écrire, parlent. Et puis quand c'est écrit, ensuite, ça peut s'élaborer suffisamment pour... Dante le dit, il y a une autre langue qu'on peut connaître si on étudie. Celle-là, il faut l'étudier. Et il l'appelle la grammaire. Donc vous avez la langue et la grammaire. Et à mon avis, ce traité, l'éloquence en langue vulgaire, c'est l'ouvrage basique. Il n'a que 2 chapitres. Il voulait en écrire 6, il n'en a écrit que 2. Et vous avez un très joli premier chapitre consacré à cette langue vulgaire et aux différents vulgaires italiens. Il
il étudie les qualités de chaque langue régionale d'Italie, en disant ceux-là, ils parlent mieux que ceux-là, ils font telle et telle chose. Et vous voyez Dante a écrit ça avant d'écrire la Divine Comédie en italien. Donc là, on est dans l'époque, vous voyez, où Galilée va écrire en italien, le Dialogo, Dante va écrire la Divine Comédie. Vous allez avoir ensuite, vous allez avoir le discours de la méthode de Descartes qui va être écrit en français. Vous voyez, ben, c'était pas du tout évident qu'on pouvait faire des œuvres savantes ou littéraires en vulgaire. Vous voyez, pour nous, ça nous paraît assez curieux, parce qu'il y a justement, nous donnons à la littérature, à la littérature de fiction, le nom de roman, puisque justement, on a écrit justement des romans qu'on appelle romans. La littérature, c'est écrit en vulgaire, puisque ce sont les scribes qui avaient appris à écrire pour être les employés des théologiens, des juristes qui écrivaient et qui ont commencé ensuite à écrire la langue vulgaire, le roman. Donc le mot roman vient de là, c'est-à-dire qu'on appelle roman un livre qui est écrit en vulgaire, mais bien avant Dante. Hein, le premier ouvrage en roman, c'est la chanson de Roland, par exemple, qui sert de source écrite à l'étymologie historique. Puisque l'étymologie historique, elle s'intéresse à l'étymologie de la langue écrite, comme son nom l'indique. L'histoire, c'est lié comme la grammaire à l'écriture. Bon, donc il y a les écritures du vulgaire qui vont donner lieu même ensuite à des théories qui s'appellent grammaire, à une tentative de réunir. C'est comme la logique, la grammaire, c'est réunir des expressions, des relations dans la phrase qui sont réputées être des lois de la langue. Ensuite, ça va devenir la grammaire comparée, puis ça deviendra la linguistique quand on va essayer de se défaire justement de la grammaire latine et des lois de la langue, enfin que l'on ne va plus en faire une question de normes, mais que on va dire que les savants qui s'intéressent à la linguistique, ils vont essayer de s'intéresser à la langue aussi, retrouver la langue parlée et s'intéresser à la langue comme un fait, plus que comme une norme. C'est ça qui va faire qu'on va passer de la linguistique, de la grammaire comparée à la linguistique. Bon. Et ça se passe avec Saussure. C'est connu que Saussure est un personnage important dans ce passage. Bon, disons que c'est une façon un peu sommaire de raconter l'histoire, mais il y a vraiment un débat. Et moi je tiens que, vous voyez, Freud est contemporain de ça, et que Freud, c'est quelqu'un qui introduit la psychanalyse par la méthode de lecture des rêves, des mots d'esprit, de la psychopathologie de la vie quotidienne, et qu'il pose la question, c'est pas qu'il a une réponse toute faite, il emploie la méthode de Champollion pour les rêves. C'est-à-dire avoir une version du texte qui est rêvé par le sujet, puis d'associer des souvenirs, ou même pas des souvenirs, de faire des associations entre les mots pour obtenir un autre texte, des données de référence qui permettront de lire en croisant les deux. Bon, lire, il y a quelque chose du deux dans la lecture. Et s'il y a quelque chose du deux dans la lecture, c'est que ça vient aussi de la parole et de l'écriture. Ça vient du symbolique, cette structure. Cette structure, on peut la trouver. Alors, c'est la structure du phonème que Saussure a remplacé par le signe, avec le signifiant et le signifié. Méchonic considère que c'est une catastrophe. En se référant aux stoïciens, il fait ça, le signe, signifiant, signifié, c'est une référence aux stoïciens. Et curieusement, il ne parle pas des incorporels. La logique n'est pas la grammaire, mais la logique stoïcienne. Il faisait grand cas des incorporels. Alors vous avez le livre de Breillet sur les incorporels. Ça s'appelle les incorporels dans la philosophie des anciennes, des stoïciens, ou des stoïciens anciens. Les incorporels, c'est Chévrin, de Breillet. Et puis dans Lacan, ça se trouve où? Cette histoire, ça se trouve au niveau de la barre. Parce que Lacan, vous remarquerez qu'il
s'intéresse aux signifiants et aux signifiés, mais il va parler de la barre, justement. Est-ce que la barre, on passe la barre ou on passe pas la barre? Hein, il fera même une théorie de la métaphore qui passe la barre et de la métonymie qui passe pas la barre. Bon. Donc tout ça ensuite mérite d'être élaboré, construit, poursuivi, mais ça n'intéresse pas les psychologues, les médecins. Et du coup, ça n'intéresse pas les analysants, c'est bien dommage, parce que du coup, ça fait que le discours il est complètement dégradé, parce qu'il faut bien voir que la psychanalyse, ça fait quelque chose à la langue, ça fait quelque chose au corps, et la pratique de la psychanalyse, comme toute activité du symbolique, ça transforme, puisque le symbolique déjà transforme. Le fait que l'enfant, au moment du trauma, quand il commence à rentrer dans la parole, eh bien la parole va transformer son corps. C'est grâce à ça qu'il va sortir de sa débilité, de sa prématuration. Et ce n'est pas un processus naturel. Donc il faut absolument couper ça, de faire une coupure entre l'imaginaire et le symbolique. Ça n'a rien d'imaginaire et de naturel. C'est justement quelque chose qui va transformer le corps. Ce qui me fait dire que ça transforme le corps, c'est que le sujet autiste, c'est-à-dire l'enfant qui, lui, refuse de rentrer dans ce jeu de dupe qui s'appelle la parole, qui n'est pas une simple posture imaginaire, mais qui va avoir une dimension d'autorité, mais qui ressemble beaucoup à la posture imaginaire de la parade sexuelle animale. C'est même pour ça qu'on confond beaucoup de choses. Lacan va même jusqu'à dire que les animaux parlent, mais ils parlent sans jamais ni écrire ni lire. Il le dit aussi du Dieu de la nature. Il dit c'est là que Aristote se trompe. Mais que c'est une erreur qui se perpétue. Parce que Lacan, ça c'est dans la dernière leçon du séminaire d'identification, il nous dit que, eh bien, Aristote croit que le Dieu de la nature, le Dieu Pan, sait lire et écrire. Et les animaux aussi, la nature écrit, et puis Kant va le répéter en disant que la logique elle est sortie toute faite de la tête d'Aristote, et donc Kant le croit aussi. Il signale que Goethe également pense la même chose, parce que Lacan raconte l'histoire, l'anecdote que Goethe, sur le lido de Venise, s'est penché, il a ramassé un crâne, une tête de mort. Il l'a regardé et ensuite il dit dans son témoignage, Goethe, que William Münster est sorti tout écrit de cette tête. Vous voyez ? Alors, et puis Lacan ajoute, pour conclure cette séquence, sur cette erreur qui est très très commune, de se confondre, de ne pas marquer la différence entre l'imaginaire et le symbolique. Il dit alors, nous, ce qui nous a soigné de ça, c'est l'affaire Jung. Alors là, moi, je souris parce que ça nous a soigné. Qui est ce nous? C'est peut-être que l'affaire Jung a peut-être soigné Lacan. Quand il dit nous, c'est lui, mais pas beaucoup d'autres. Parce que moi, avant d'avoir lu ça, je n'avais jamais réfléchi sérieusement à savoir si les animaux parlent d'une part et si les animaux n'écrivent pas et ne lisent pas d'autre part. Alors Lacan fait constamment, à sa manière très acidique, d'enseigner par la plaisanterie. Il fait souvent la remarque dans son séminaire, même dans les écrits, dans la postface au séminaire de l'année 64, les fondements de la psychanalyse, il écrit ça. Il dit est-ce que les hirondelles lisent l'augure du printemps? Vous savez, parce qu'on dit que les hirondelles, quand il va pleuvoir, elles volent bas. Bon, donc c'est en plaisantant qu'on va faire ça, parce que de toute façon, là, il y a une espèce de surdité, les oreilles de nos contemporains et de l'espèce humaine est complètement bouchée à l'émery, dans la mesure où vous voyez que tout le monde parle par exemple des nombres naturels, les nombres de Peano. Il y a des nombres qui viennent de la langue, ça s'appelle les cardinaux. Et les ordinaux, c'est des nombres qui viennent de l'écriture. Et la différence entre les cardinaux et les ordinaux, c'est que les enfants commencent à étudier en parlant, ils découvrent des nombres cardinaux comme 2 ou 5. Ils ne savent pas compter. Avant de savoir compter, ils nomment des noms. C'est déjà le nombre cardinal est plus un nom, est plus un sobriquet. Quelque chose
qu'on essaye d'écrire d'une manière, avec les cartes à jouer, les dominos, vous voyez, de faire des choses que vous allez lire instantanément, comme ça, pof, pour pouvoir jouer. Alors que les ordinaux, qu'est-ce que c'est que les ordinaux? C'est il faut apprendre à compter. Quand on apprend à compter petit à petit, on va s'apercevoir qu'on va retrouver les nombres cardinaux qu'on a pu rencontrer. On va les retrouver, ils sont tout petits en général, c'est des premiers nombres, on va les retrouver à une certaine place, ils vont être rangés en ordre, et donc on passe là de la parole à l'écrit. Le passage de la parole à l'écrit, c'est ce qui s'appelle la topologie, c'est comment passer d'un continu à quelque chose de discret. Vous voyez, par exemple, en musique, moi je tiens que la musique c'est de la parole, c'est pas de l'écriture. On chante, et puis à un moment donné, on invente des instruments comme par exemple la flûte, ou la clarinette, la guitare ou le piano, et vous voyez qu'on introduit des cordes et on introduit des troupes qui sont discrets, donc on introduit du discret dans le flux. Et ce jeu entre le continu et le discret, c'est le jeu, c'est le passage qu'étudie la topologie entre les fonctions continues et les fonctions non continues. C'est un langage, la topologie c'est un langage pour parler du continu, mais nous nous intéressons nous au discontinu. C'est encore une grande incompréhension en psychanalyse aussi. Puisque pour parler bien du discontinu, de la discontinuité, pourquoi ne pas emprunter un discours déjà constitué par des mathématiciens pour traiter du continu, hein? Il suffit de placer par exemple des négations au bon endroit, de faire de la logique, hein, pour parler du discontinu, ce qui n'est pas continu. Bon. Mais il y a une espèce d'obstruction mentale qui fait que, vous voyez, la première contestation des mathématiciens vis-à-vis de l'enseignement de Lacan, c'est toujours mais c'est pas de la topologie, regardez, il coupe le tore pour faire une bande de Mobius, c'est discontinu, Alors évidemment, ça paraît être... Lacan, il est quand même très, très sévère, hein. Il fait un truc comme ça qui fait qu'il prête absolument à ce genre de critique, si on tombe dans le peu de lisibilité qu'il y a là, puisque en découpant le tore, pour le transformer en bande de Mobius, il étudie la relation qu'il y a entre le tore et la bande de Mobius. Et c'est très judicieux. Mais il n'a jamais dit que c'était la même chose, puisqu'on coupe le tore, et ensuite on doit recoller le tore coupé tel qu'on l'a obtenu, pour obtenir la bande de Mobius par collure. Donc il y a deux discontinuités, il y a la coupure et la recollure. Donc on est vraiment dans une affaire d'écriture. On n'est pas dans une affaire de nature ou de représentation. Et donc, c'est cet exercice, en général, qui est au milieu de l'étourdi, là, quand il dit un peu de topologie vient maintenant, ça fait hurler les profs de maths, quoi. Enfin, vous voyez, un élève qui est allé à Orsay rencontrer les mathématiciens du département de mathématiques, et il y a une équipe de topologie, les types, ils ont failli l'étriquer, le lyncher, parce que quand ils ont regardé ce que faisait Lacan avec le tore, alors que Lacan fait une chose qui est tout à fait conséquente vis-à-vis du tore. Il vous indique simplement la chose suivante. Je vais vous le dessiner, vous allez voir. Il y a un dessin intermédiaire que personne ne fait. Et je vais le mettre ici. Voilà, si je vous dessine un tore, je mets dessus. Comme ça. Et dans ce tore, je vais faire un trajet, à la surface du tore, je vais faire un trajet qui part de ce point et qui va aboutir à ce point. Donc je fais un premier trajet comme ça fait un tour. Et là, je me situe entre les deux. Hein? Ah non, je ne vais pas me situer entre les deux, je vais me situer à suivant. Je vais aller jusqu'en haut. Voilà. Bon. Et après, d'ici, je pars en pointillé par en dessous. Et je vais rejoindre le point de départ, ce qui fait que je fais un deuxième tour. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un 8 intérieur. Hein. J'ai fait quelque chose qui a cette structure. S'il n'y a pas le tore, s'il n'y a pas le tore, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est quelque chose qui va être comme ça. C'est un 8 intérieur. C'est le bord d'une bande de Mobius. Alors installons la bande de Mobius à l'intérieur du tore, puisque ça c'est son bord qui est sur le tore.
vous voyez qu'à chaque endroit, on peut faire passer un segment du dessous au dessous, du dessus au dessous. Et qu'ici, ça se croise, mais que vous avez ici quelque chose qui est la bande de Mobius. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà la relation qu'il y a entre la bande de Mobius et le tore. C'est que la bande de Mobius, elle peut s'inscrire dans le tore en étant une bande, une surface, hein, c'est-à-dire une sphère trouée. Apparemment, là, c'est une sphère parce qu'il y a une torsion. Mais cette bande, c'est une bande qui a une seule torsion. Hein, c'est ce passage-là. Et elle traverse le tore à l'intérieur du tore. Alors Lacan, il va utiliser cette relation entre la bande de Mobius et le tore pour transformer le tore en bande de Mobius. Parce qu'en coupant le long de ce 8 intérieur, en coupant le long de ce bord, si vous n'avez pas de bande de Mobius, vous voyez qu'ensuite il va pouvoir obtenir la bande de Mobius en identifiant le 8 intérieur sur lui-même du fait que c'est un vide, cette zone qui est bleue. C'est l'intérieur du tore, donc il va faire se rejoindre la face extérieure ici, que je vais mettre en rouge, et la face intérieure que je vais mettre en vert. Voyez-vous, ici, cette partie du tore qui est à l'extérieur. Il y a aussi une partie rouge qui est ici, mais qui va être qui va être de l'autre côté de la partie verte, parce que ici vous avez une partie verte. Voyez, les choses vont se verser ici autour du point. Donc vous avez la surface qui est extérieure, comme ça, qui va venir, vous voyez, ce rouge va venir se croiser à la hauteur de la bande de Mobius avec cette nappe de surface qui est aussi le tore, qui est à l'intérieur et qui est là. Et la bande de Mobius, si je la mets en bleu, voilà, le bord ici, si je recolle ces deux bords, je vais obtenir, vous voyez, ces deux bords, c'est cette portion de bord ici et puis cette portion de bord là, qui viennent se coller ensemble et qui vont donner une bande de Mobius. Il est évident qu'il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas une discontinuité. Mais justement, le fait de reconnaître qu'il y a une discontinuité n'empêche pas de dire qu'il y a une relation entre le tore et la bande de Mobius, et que cette relation n'est pas une relation d'identité topologique, puisque c'est discontinu. Et que les variétés topologiques qui sont identiques, elles sont nécessairement identiques selon des mouvements continus. Donc ça doit plutôt nous mobiliser pour reconnaître que, bien justement, il s'agit bien d'un usage qui est judicieux, pertinent, mais pas systématique. Vous voyez, de la topologie. Ce segment vient ici s'identifier avec celui-là. Et ceci va venir là, et vous allez obtenir de cette manière-là, tout le long de la coupure, vous allez obtenir cette chose-là, vous allez obtenir, écoutez, je vous le dessine comme ça, hein. Vous allez obtenir vous allez pouvoir coller votre tore de cette manière-là, le long du trait bleu qui est double, qui est comme ça, avec la partie rouge qui va venir ici se coller avec la partie verte qui est là. Et si vous continuez le coloriage, vous voyez que tout ça peut être parfaitement cohérent, puisque la partie verte, au moment où vous allez passer le bord, ce bord c'est un reste du bord périphérique du tore, et vous allez obtenir ici la partie rouge, elle est là. Donc en coupant le tore le long de ce 8 intérieur, vous n'obtenez pas ça, vous obtenez ceci. Vous obtenez ici
une bande que Lacan appelle bipartie, qui est comme ceci. Vous voyez? Alors, ceci, vous avez entre les deux, vous allez avoir la couleur bleue qui apparaît là. Ici, c'est ouvert par la coupure. Et donc vous avez cette bande que vous obtenez ici, qui est comme ceci, comme cela. Bien. Ah bah oui, là j'ai mis un trait, non c'est un trait bleu, voilà c'est ça, vous avez ceci, vous avez cela, et vous avez cela. Vous voyez, si vous coupez, vous avez donc quelque chose qui est rouge ici, et vert là. Et ça, c'est obtenu de la coupure du tore, c'est obtenu aussi de la coupure de ce trait bleu là. Et vous voyez que ça vous permet de contrôler quoi? Que effectivement dans ces deux plis, et dans ce pli, vous avez là le passage de la couleur rouge à la couleur verte qui est à l'intérieur. Est-ce que je vais déformer un peu, c'est moins joli, je vais déformer un peu le dessin, auprès de l'autre. En fait, la coupure, là, elle est longitudinale. Non, elle est un composé de 2 tours longitude et d'1 tour méridien. Je vous indique tout de suite ce que je suis en train de dire, ce que ça veut dire. Ça veut dire ça. C'est que vous avez des tours longitude comme ça, et vous avez des tours méridiens comme ça. D'accord. Pour obtenir la coupure qui définit la bande de Mobius, c'est 2 tours longitude et 1 tour méridien. Mais vous pouvez aussi faire la bande de Mobius, si vous retournez le tore comme une crêpe, ou comme une sphère que vous retournez, vous pouvez obtenir par 2 tours méridiens et 2 tours longitude. Ça, c'est ce que Lacan va faire pour parler dans l'étourdi de la même chose que dans l'identification, mais en disant à l'envers. De 61 jusqu'à 74, dans l'étourdi, qui dit la même chose que ce qu'il a dit de ce qu'il appelle le tour de la demande. Le tour de la demande et le tour du désir, il le dit d'une manière inversée dans l'étourdi, puisqu'il définit le tour de la demande comme le tour longitude et le tour du désir comme méridien. Entre ça, c'est un exercice entre 61 et 75. Donc il a passé plus de 10 ans à inverser les choses, ce qui fait qu'on pourrait croire qu'il fait un lapsus, mais il ne fait pas du tout un lapsus, c'est qu'on peut dire effectivement les choses à l'envers. Et ça dépend comment on recompose le tore à partir de cet objet. Pour recomposer le tore, il faut annuler la couleur bleue, parce que là, il n'y a plus de coupure. Il n'y a plus de comment? Il n'y a plus cette coupure bleue qui doit être annulée pour former ceci. Mais pour obtenir ceci, d'ailleurs, on doit couper, donc on obtient 2 bords. Donc ce bord blanc, ce qui est moins bien dans ce que j'ai fait là, c'est que le bord blanc, finalement, c'est 2 fois, c'est un tour unique, c'est un double tour bleu. Vous voyez, ça je peux le prolonger en bleu, pour peut-être que ça va faciliter les choses, bien que ça sera moins visible. Voilà. Bon. Et là, c'est bleu. Si toutes ces coupures bleues sur le tore on l'effectue, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce trait bleu et le trait blanc. Parce que ça, c'est une ligne de pli, c'est juste des petits morceaux qui restent ici. Bon, donc,
J'ai étudié ça donc, dans Étoffe. Hein. Il y a un chapitre consacré à la bande de Mobius où l'étude de ce passage de Thor à la bande de Mobius qui est dans l'étourdi est entièrement dessinée. Hein, dans Étoffe. Donc voilà, vous voyez bien que on peut étudier des phénomènes de discontinuité, de coupure et de collure en utilisant les moyens de la topologie, qui est une discipline qui est réputée étudier les propriétés invariantes des fonctions continues. Donc ça, c'est une petite réflexion pour définir ce qui s'appelle topologie. Ce que fait Lacan dans l'étourdi et à propos du Thor et de la bande de Mobius, ça semble contredire la définition de la topologie, et pourtant c'est parfaitement légitime d'utiliser la topologie pour parler de cette discontinuité, puisque la topologie elle étudie le continu. C'est quand même une façon intéressante de réfléchir à cette obstruction, disons, discursive, hein, qui fait que si on pratique une discipline qui étudie la continuité et les invariants des fonctions continues, hein, on s'interdit de s'intéresser à des choses discontinues. Or, l'important, c'est pas de s'interdire de parler des choses discontinues, l'important, c'est de ne pas les mélanger, de bien faire la différence entre ce qui est continu et ce qui est discontinu à chaque étape. Mais ça semble déjà plus difficile et même hors de portée à certains. Donc, vous voyez, c'est le côté provoquant de Lacan qui va donc utiliser la topologie pour étudier des phénomènes qui nous intéressent dans la psychanalyse et qui sont justement pas continus, qui sont le premier lieu où se situe la différence entre le continu et le discontinu, c'est la parole et l'écriture. Et c'est ce qui distingue la parole de l'écriture. L'écriture introduit la discontinuité dans le continu. Or, il se trouve que ça fonctionne très bien avec le phonème, qui est d'abord parlé. C'est-à-dire ce que Lacan appelle le signifiant. Et moi, je vous propose de parler du phonème dans la psychanalyse avec Lacan en termes de signifiant pour ce qui est du phonème du côté des oreilles, c'est-à-dire de ce qui s'entend, et de parler aussi bien du phonème dans ce qui s'écrit et qui s'appelle la lettre chez Lacan. Vous avez ça dans l'instance de la lettre. Lacan parle au moment où il est en train d'introduire l'algorithme, ce qu'il appelle l'algorithme saussurien, le grand S sur petit s, il parle de la chaîne signifiante et il parle de l'élément différentiel dernier qui est la lettre et qu'on appelle phonème. Alors vous voyez, là il emploie le mot phonème pour la lettre. Et même le mot phonème pour la lettre et le mot lettre pour le phonème. Donc moi je pense que le phonème des linguistes, il y a le phonème dans la langue parlée du locuteur, dans la langue vulgaire, dans la langue de celui qui parle d'une manière plus ou moins continue, dans le flux verbal, disons qu'on ne comprend pas si on ne découpe pas soi-même. Donc écouter quelqu'un ou lire, c'est découper, c'est introduire ce que Freud appelait, dès les études sur l'aphasie, les Verneinungszechen, vous voyez, dans les schémas de Freud, vous avez les Verneinung et Verneinungszechen, vous avez perception et perception-signe. C'est la découpe. Ce qu'on appelle découpe séquentielle aussi en linguistique. Et écouter, c'est lire, et lire, que ce soit un texte écrit ou un texte ou quelque chose de parlé. Moi je dirais pas entendre, vous savez, cette métaphore sur l'oreille, la troisième oreille, le fait d'avoir une écoute psychanalytique, c'est du pipeau, c'est des gens qui veulent paraître, parce qu'il s'agit en fin de compte de savoir comment on lit et qu'est-ce que c'est. Et on ferait mieux de s'interroger sur la lecture qui vient forcément de celui qui lit. Ne serait-ce qu'un livre. Un livre, c'est une curieuse, c'est pas une machine justement, parce que c'est un objet qui, à chaque fois que j'ouvre le même livre, que je recommence à le lire, bon, à moins que ce soit un tract ou la liste des courses, hein, mais quand c'est un livre, à chaque fois que je l'ouvre, je m'aperçois que je reconnais plus le livre que j'ai lu avant, je trouve un nouveau livre. Et c'est une grande difficulté pour nous, quand nous sommes jeunes et étudiants et débutants, c'est que la lecture, c'est une tâche extrêmement difficile, voyez-vous, qui est très, très, très troublante. Et donc,
à vouloir soigner les gens et à parler de psychopathologie, on oublie une chose, c'est que ce n'est pas une pathologie que d'être confronté à un exercice qui nous constitue et qui est extrêmement difficile. Il nous constitue et on le pratique malgré nous. C'est ce qui fait dire à Lacan, par exemple, hein, c'est la seule occurrence où il emploie la notion d'un savoir-faire. Il dit que le savoir-faire de la langue nous surprend. C'est quoi le savoir-faire de la langue? Et bien, malgré le sujet, vous savez, la langue, elle va lui jouer des tours, elle va produire des symptômes, des rêves, des lapsus, des mots d'esprit, malgré le sujet qui est justement assujetti à la langue, qui a un savoir-faire extrêmement surprenant et dont il faudrait étudier les composants, mais d'une manière en même temps assez réjouissante, parce que c'est pas, voyez-vous, c'est quelque chose qui est, heureusement dans Freud, c'est comme dans Dante, ça va être le vulgaire. On fait, comme le disait Frontanier, on fait autant de mots d'esprit, on fait autant de métaphores en une nuit au Halles qu'en une semaine à l'Académie. C'est-à-dire que dans la rue, le café, bon, je suis bien d'accord que le mot d'esprit chez les adolescents, ça prend plutôt l'allure du comique, de l'exhibition, du polichinelle. C'est plutôt, ça peut être obscène, bon, on le sait. Mais c'est vrai, ce qui est vrai du mot d'esprit est vrai de toute la littérature. Il y a un savoir-faire qui surprend le sujet, et donc celui qui écrit même, je dirais, il est déjà dans ce processus que Lacan va décrire comme rupture de semblant, précipitation du signifiant qui se décompose, et c'est comme ça que vous avez chez Lacan une doctrine, une théorie de l'écriture, de la lettre, hein, la lettre étant venant des morceaux de signifiants qui tombent et qui se décomposent en petites lettres qui vont raviner le signifié. Il y a une théorie du signifié chez Lacan. Il donne l'impression de s'intéresser beaucoup plus au signifiant, et il y insiste, même il dit que le signifiant c'est crucial. Pourquoi? Parce que on commence par recevoir ça par les oreilles, la langue, le symbolique, ça rentre dans le corps par les oreilles. Dès le trauma, les parents parlent, hein, et ils ne s'entendent pas parler, ils ne s'occupent pas du fait qu'ils parlent, et c'est ça qui intéresse les enfants. Ça fonde, cette posture de la parole fonde la fonction phallique, mais c'est le phallus symbolique, voyez-vous, c'est plus le phallus du mimétisme animal et de la posture animale de l'animal qui va déterminer son territoire par des postures, des déjections, des cris. Les parents parlent, mais ils vont parler une langue. Seulement voilà, dès le début, dès que ça rentre dans le corps, toutes les fonctions organiques vont être transformées. C'est ce que Freud appelle tribe, hein, ce qu'on a malheureusement traduit par pulsion, comme si nous étions voués à des pulsions ou à des compulsions. Le tribe freudien, c'est la déformation de n'importe quelle fonction organique par le symbolique, par la langue, par le langage, si vous voulez l'appeler comme ça. Et moi, je ne considère pas qu'il y a des langages, je considère qu'il y a une différence cruciale entre la parole et l'écrit, et que ça va diffracter le symbolique. Et que cette diffraction, elle se joue autour du continu et du discret. Bon. Alors, comment parler à partir de là du tribe? Vous voyez que quand le symbolique tombe dans le corps, sur le corps, dans le corps, traverse le corps, il y a une très belle phrase de Lacan dans La direction de la cure où il dit que c'est jamais simple, que le névrosé est pas mal placé dans l'être, dit Lacan, parce qu'il se plaint justement de ce passage. Hein. Le névrosé, il se plaint parce que pour lui, c'est une peine. Hein. Donc la question n'est pas de dire que c'est pas qu'il faut se satisfaire de cette peine, mais le fait, c'est que c'est effectivement un problème pour le sujet que de se trouver être l'agent qui fait rentrer le symbolique dans le monde. Et c'est ensuite par ses actions, et y compris par l'écriture, qu'il va modifier le monde, qu'il va transformer le monde. Nous sommes des sujets ségrégatifs, parce que le signifiant a cette structure qui est celle déjà avec la parole, et ensuite avec l'écriture, le signifiant et la lettre, il y a toujours cette dimension de quelque chose qui se dédouble.
Ça s'appelle la répétition freudienne. C'est ce que Freud va rencontrer dans les années 20. Hein. C'est ce que Lacan appelle parfois dans le séminaire des années 60 la grande différence. C'est cette pulsation qu'il y a à l'intérieur du symbolique qui fait que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la nature. Et même si ça va nous permettre d'inventer des machines, nous sommes la seule espèce animale qui inventons des machines, et des machines même électroniques. On a commencé par des machines à vapeur, on a même commencé par des outils, mais n'empêche que ça va nous permettre de construire de nouvelles machines, et c'est le fonctionnement de ce dédoublement et de cette identité, de cette pulsation, qui fonctionne aussi dans nos machines, mais qui fonctionne d'une manière spéciale dans le symbolique. C'est là qu'il faut distinguer le symbolique de l'ordre mécanique ou électronique, dans la mesure où vous voyez bien qu'une machine, elle peut reproduire des choses que vous lui apprenez à faire, mais elle va pas inventer ce que vous pouvez inventer si vous racontez des histoires, ou bien aussi même des mathématiques. Hein. Par exemple, la découverte d'une démonstration en mathématiques ne se fait pas d'une manière automatique. Ça ne veut pas dire que les mathématiques ne sont pas intéressées par les machines que la mathématique a produites, mais quel est l'intérêt d'un programme pour le mathématicien, un programme mécanisé? C'est quoi? C'est pour vérifier ces théorèmes, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de bug, comme on dit. Vous voyez, il y a eu récemment là, dans la Gazette des mathématiques un type qui a écrit un article là-dessus qui était très bien. La Gazette, c'est une production de la SMF, la Société mathématique de France, sur justement l'usage des mêmes types d'algorithmes qu'on emploie pour vérifier qu'un programme qu'on a conçu, un programme d'ordinateur, ne présente pas des défauts qui vont bloquer le système, ce qu'on appelle un bug, et que c'est le même usage qu'on fait de la machine pour un théorème. On essaye de le passer, si vous voulez, on va dire ça comme ça, c'est comme si on le peignait, c'est comme si on utilisait un peigne, voyez-vous, pour vérifier que ça ne s'accroche pas. Hein? C'est-à-dire que la machine permet de peigner du symbolique, mais ne permet pas de produire ce qu'on invente dans le symbolique. Ça le peigne, alors il y a des peignes à poux, peut-être que ça supprime les poux. Mais moi, vous savez, je pense que dans le langage, dans le symbolique, il ne faut pas avoir peur des poux. C'est pas un problème d'hygiénisme, c'est un problème de... Le défaut a aussi son intérêt et sa valeur. C'est ce que nous appelons la psychanalyse. C'est dans les erreurs, les actes manqués, les lapsus, les mots d'esprit, c'est là qu'on découvre justement ce savoir-faire de la langue qui nous surprend par sa plasticité. Donc les erreurs sont autant productives que les réussites, oui, ça c'est certain. C'est pas le cas dans la nature. Alors là, vous avez un auteur à lire pour ce qui est de bien distinguer le symbolique de la nature, c'est Canguilhem, parce que là, vous allez voir la proximité et en même temps la différence. C'est quand Canguilhem, qui est un professeur de philosophie, excellent, mais qui a aussi il a soutenu une thèse de médecine, il a fait des études de médecine, pas pour pratiquer la médecine, mais en bon bachelardien, c'était à l'époque où, c'est ce qui rend malheureux Sartre, les jeunes gens qui sont philosophes aujourd'hui, qui voudraient faire psychanalyste. C'est le fait qu'on, pour ne pas rester simplement dans sa tour d'ivoire intellectuelle obsessionnelle, on va se mettre les mains dans le cambouis et dans le terrain. Donc, à l'époque, vous avez Canguilhem, il fait une thèse de médecine et une thèse de philosophie pour faire la philosophie de la médecine, par exemple. Donc, il a beaucoup lu non seulement l'histoire des savants, il a beaucoup lu d'histoires qui nous font remonter assez loin, et jusqu'à Claude Bernard, proche de nous. Et puis, mais il a aussi il a lu des débats entre comment on va les appeler, c'était soit des médecins, soit des biologistes. Il commence à devenir biologiste. Et puis il a écrit des articles qui sont plutôt de son cru. Il y en a un qui s'appelle L'organisme et son milieu. Ça, je vous conseille particulièrement. Vous allez voir là justement qu'on est dans la parole animale. Voyez-vous, on est encore dans une parole qui est liée au territoire. Et puis ensuite, il va essayer de distinguer, parce qu'il le dit plusieurs fois, qu'on n'arrive pas à définir la vie. Il énumère les différentes définitions de la vie.
Vous avez par exemple le fait de lutter contre la mort, hein, ou des choses comme ça. Donc il n'est pas très satisfait comme biologiste de cette référence, de la difficulté à définir la vie. Et puis, mine de rien, sans en parler à personne, il écrit un article qui est magnifique, qui s'appelle « Machine et organisme ». Et c'est un article qui est magnifique de deux points de vue, c'est qu'il se pose la question, qu'est-ce qui différencie une machine d'un organisme? Alors, vous verrez, hein, il pense bien sûr à la répétition mécanique, hein, et le fait, est-ce qu'il y a quelque chose de mécanique dans le corps? Est-ce qu'il y a des machines? Il y a des machines simples dans le corps, vous avez le levier dans l'articulation du bras et de l'épaule. Vous n'avez pas de poulie. Les plans inclinés, il n'y a pas beaucoup de plans inclinés, mais les machines simples, hein, c'est le levier, le plan incliné et la poulie. Il y a même des peuples qui n'ont pas employé la poulie en Amérique du Sud. Là, ils n'avaient pas découvert la roue et la poulie avant que viennent les tueurs européens. Comment? Donc, vous avez un article de Canguilhem qui commence comme ça assez lentement et qui est très différent de ce qu'on a écrit sur les Grecs et la machine, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, hein, mais vous allez trouver là quelque chose de formidable qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est qu'il arrive à spécifier l'organisme, il le spécifie comme par un trait distinctif qui s'appelle la persévérance. Et la persévérance, l'organisme persévère parce qu'il tente de se réparer malgré tous les défauts, tous les déboires. Donc là, vous avez quelque chose qui nous ferait penser déjà qu'on s'approche du symbolique avec l'organisme. C'est une erreur que de confondre justement cette persévérance organique. Bon, alors vous voyez bien que le thème de la sexualité va être convoqué là, entre organisme et symbolique. Et c'est justement là qu'il faut situer précisément la différence entre sexualité, c'est-à-dire reproduction, et sexe, c'est-à-dire différence d'un type qui est exceptionnel, qui est du symbolique. Cette grande différence ou cette répétition freudienne. Donc vous avez là quelque chose que Canguilhem ne va pas achever dans cet article. Il n'arrive pas à le dire, c'est ça qui est magnifique. C'est que son enquête le conduit à trouver le trait distinctif de la persévérance, mais il n'arrive pas à conclure. Et il écrit après ça, d'ailleurs chez Vrin, ils ont mis l'article tout de suite après, un autre article qui vous donne la clé. Ça s'appelle le monstrueux et la monstruosité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme le dit Canguilhem, que les organismes fabriquent des monstres, puisqu'ils persévèrent. Les moutons à 5 pattes, les siamois, vous voyez, c'est ce qu'on considère, ce qu'on a même montré dans des cirques, ça fascine les sujets du symbolique, le monstre. Et il fait remarquer qu'il n'y a pas de monstre géologique. On ne dit pas qu'un rocher ou une montagne est monstrueuse, on dit qu'elle est énorme, qu'elle est massive, mais on ne dit pas qu'elle est monstrueuse. Il n'y a pas... L'idée, c'est une idée très fabriquée, disons, de considérer qu'il y a des monstres, que même les animaux préhistoriques sont des monstres, ce ne sont pas des monstres, ce sont des animaux. Le monstrueux, c'est quelque chose qu'on retrouve au musée. Vous allez voir ça après la Grande Galerie, vous avez encore des flacons avec un mouton à 5 pattes, des siamois dans du formol. Hein. Des siamois, c'est le musée. Oui, des siamois. Collés ensemble, au sous-sol. Oui, je les ai vus. Ah oui. Mais ils ont toujours été là depuis des années. C'est toujours fascinant parce qu'on les a montrés. On a montré ça dans les cirques. On a toujours. Vous avez Elephant Man, voilà justement, vous voyez, un film qui est justement de l'ordre de ce fantasme. Savoir est-ce que alors c'est un monstre, c'est un homme, c'est un animal. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez. Bon. Vous avez là quelque chose, à mon avis, qui est décisif parce que l'insuffisance organique du monstre que nous sommes des monstres, nous sommes des prématurés inviables. Et c'est en nous accrochant à la déformation par le tribe, par ce qu'on appelle pas bien pulsion, par la déformation du symbolique que nous allons réussir à surmonter cette prématuration organique. Hein. Et je parle de ça parce que l'autiste qui ne rentre pas dans cette affaire de tricherie, de parole et d'autorité, eh bien, justement, il présente un retard organique qui peut être repris si jamais il accepte de rentrer dans la langue, dans le symbolique. Et Lacan nous donne même la clé de cette entrée, mais personne ne s'en rend compte parce qu'il dit ça comme ça, il dit que c'est l'holophrase qui fait rentrer
qui fait rentrer, dit-il, il emploie l'expression, c'est l'holophrase qui fait rentrer la dimension psychotique dans l'éducation du débile. Et alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'une chose que vous pouvez constater, parlez-en avec des gens qui ont une expérience clinique, des autistes, et là, moi j'ai le témoignage de plusieurs personnes, je peux citer par exemple Jean-Louis Saradet qui disait en souriant que les enfants du centre Oberkampf, quand ils sortent de la débilité, quand ils tombent malades, ça c'est Bernard Tiss qui disait ça aussi, quand ils arrêtent de se marcher pieds nus dans la neige sans attraper un rhume, et que tout à coup ils attrapent la grippe comme tout le monde, ou le rhume, un refroidissement, ils commencent à guérir. Bon, mais ça introduit la dimension psychotique, dit Lacan. Et vous voyez que Saradet dit que les mômes qui stoppent leur autisme, deviennent paranoïaques. Donc il faut encore s'occuper d'eux. Mais comme la paranoïa, c'est une psychose adulte, s'ils sont un peu âgés, ils deviennent paranoïaques, mais la paranoïa, c'est un autre problème. C'est un problème qui va se déclencher plus tard, puisque la paranoïa, c'est quelque chose le délire paranoïaque se déclenche, comme l'a montré Lacan dans sa première intervention sur la psychose, hein, à la rencontre d'un signifiant qui n'est jamais venu à cette place. C'est en particulier, il le nomme un signifiant du nom du Père. Bon. Donc vous voyez, il y a deux choses. Vous avez affaire à l'autisme qui est lié à la prématuration et au déficit qui fait que le sujet ne va pas rentrer dans la tricherie de la parole, dans le mensonge et la vérité, et que là, il va avoir un retard organique et des difficultés énormes dans ses relations avec les autres également, et même des relations avec lui. Alors que s'il sort de cet état, il va être question de ce que Lacan nous indique comme une autre étape nécessaire et préalable au narcissisme, mais ce sont des choses qui ne peuvent pas être observées cliniquement. C'est là que la difficulté de Mélanie Klein. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux composants qui vont composer le narcissisme, hein, mais qui sont anhistoriques. Ils sont avant même la lecture et l'écriture. Ils sont dans la parole, puisqu'il y a un rejet de la parole, du symbolique, mais c'est un refus. Et ensuite, c'est le problème de l'incorporation. Alors l'incorporation, Lacan en traite en reprenant le problème chez Mélanie Klein, et il évoque dans le séminaire la relation d'objet, il commence à parler de l'incorporation, qu'il ne faut pas confondre avec l'incarnation, hein, ni avec c'est plus proche de l'incarnation, ni avec l'introjection. Distinguez bien ces mots, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc l'incorporation, Lacan commence à le traiter par l'expression, il dit qu'on emploie dans la psychanalyse cette expression d'incorporation orale phallique. Ça, c'est dans relation d'objet.